résumé, Dirac a essayé d'écrire une équation relativiste de premier ordre par rapport au temps et par rapport aux variables d'espace. C'était la condition 1. Dans la condition 2, Dirac voulait aussi retrouver l'équation de Klein-Gordon en dérivant 2 fois par rapport au temps. Donc, il est tombé sur cette équation. Maintenant, on va développer le produit de alpha IPI plus M bêta fois la somme de alpha JPJ plus M bêta. Ça va nous donner 4 termes. Donc, ça va nous donner 4 termes. Le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme. Et là, le quatrième terme, je les ai écrits comme suivant. Ça, c'est en fait le produit de somme sur I de alpha IPI fois somme sur J de alpha JPJ. Maintenant, là, on a 2 cas. J'ai séparé les 2 cas. Le cas où I est égal à J, c'est dans ce terme-là. Donc, il est résumé par la somme de alpha I au carré PI au carré. Et on a aussi le cas où I est différent de J. D'accord, le cas où I est différent de J, donc on a obtenu somme sur I, somme sur J de alpha I, alpha J, PI, PJ. Donc, on peut retrouver finalement 5 termes. Maintenant, on doit faire une identification pour trouver les alpha J et bêta. Donc, c'est ça en fait le but. C'est quoi les alpha et c'est quoi les bêta. Donc, j'ai réécrit cette dernière ligne ici. Donc, c'est ça, c'est la même ligne qu'en haut. Et on va faire maintenant une identification. Maintenant, en développant et en identifiant les termes à droite et à gauche, donc je vais identifier les termes à gauche et avec les termes à droite. Maintenant, on va regarder d'abord les termes qui multiplient P au carré. À droite, on a seulement termes qui multiplient les P au carré, c'est 1 fois P au carré. Maintenant, cherchons les termes en P au carré à gauche. À gauche, on a juste ça, ce terme-là, P au carré. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, et là, il n'y en a non plus. Donc, je peux dire que somme sur I de alpha I au carré, PI au carré doit être égale à P au carré. Bon, P au carré, c'est-à-dire Px carré plus Py carré plus Pz carré. Px, ce n'est autre que P1, d'accord? Donc là, P au carré, c'est égal à P1 carré plus P2 carré plus P3 au carré. Donc, on peut déduire que les alpha I au carré doivent être égales à 1. Et ça, c'est pour I allant de 1 à 3. Donc, alpha 1 au carré est égal à 1, alpha 2 au carré est égal à 1 et alpha 3 au carré est égal à 1. Maintenant, regardons les termes qui multiplient M au carré. À droite, on a ce terme-là, donc il n'y a qu'un seul, M au carré. Maintenant, cherchons à gauche les termes qui multiplient M au carré. Là, il n'y en a pas, là non plus, là non plus, ici non. Bon, il y a juste ce terme qui multiplie M au carré. Donc, M carré bêta carré doit être égal à M au carré. C'est-à-dire que bêta carré doit être égal à 1. Parfait. Continuons. Il reste 1, 2 et 3 termes. Bon, à droite, est-ce qu'il y a des termes en P1, P2, P1, P3, P2, P3 et leur commutation? Non. Donc ici, il n'y a pas P1 fois P2, il n'y a pas de P1 fois P3 et P2 fois P3, pas non plus. Alors qu'à gauche, on peut retrouver qu'il y a des PI, PJ, c'est-à-dire qui peuvent ressembler à P1, P2, dans ce terme-là. Donc, je peux dire que ce terme-là, tout ce terme-là, donc somme sur I fois somme sur J de alpha I, alpha J, PI, PJ, doit être égal à 0. Maintenant, si on cherche les termes qui contiennent P1, P2, on voit que donc P1, P2, il faut que I est égal à 1, J est égal à 2, ou bien I est égal à 2, J est égal à 1. Donc, dans ce cas-là, on va tomber sur alpha 1, alpha 2, P1, P2, plus alpha 2, alpha 1, P2,
P1 est égal à 0. Maintenant, P1 et P2 sont différents de 0. Donc, on peut diviser par P1, P2 et on va tomber sur alpha 1, alpha 2 plus alpha 2, alpha 1 est égal à 0. Donc là, c'est un exemple juste pour montrer les termes qui multiplient P1, P2. Maintenant, si on généralise ça, parce que I peut prendre les valeurs de 1 à 3, les J peuvent prendre des valeurs de 1 à 3, alors que ici, j'ai juste pris un cas particulier. Maintenant, pour généraliser, on peut trouver que alpha I, alpha J plus alpha J, alpha I est égal à 0, avec I différent de J. Ok? Donc ça, c'est aussi une propriété. Voyons maintenant les termes en P1, P2 ou P3. Donc, revenons à l'équation initiale. Est-ce qu'il y a des termes qui multiplient P1, P2 ou P3 à gauche de l'égalité? Oui. En fait, il y a, c'est la somme sur I de alpha I, PI M bêta, plus aussi M bêta somme sur J de alpha J PJ, alors qu'à droite, il n'y a aucun terme qui multiplie les PI. Donc, je peux dire que cette somme avec celle-là, donc ces deux sommes, vont être, donc leur somme doit être égale à 0. Donc, somme sur I, alpha I, PI, M bêta, plus M bêta, somme sur J de alpha J, PJ doit être égale à 0. Maintenant, prenons un cas particulier. Ensuite, on peut voir la généralisation plus facilement. Les termes qui multiplient les P1. Les termes qui multiplient les P1, donc ici, I doit être égal à 1 et J doit être aussi égal à 1. Donc c'est alpha 1, P1, M bêta plus M bêta, alpha 1, P1. On peut diviser par P1 fois M et on va tomber sur alpha 1 bêta plus bêta alpha 1 qui n'est autre que 0. Maintenant, si on généralise, on peut voir que alpha I bêta plus bêta alpha I est égal à 0. On a donc déduit 4 équations. Alpha I au carré est égal à 1, bêta carré est égal à 1, alpha I, alpha J plus alpha J, alpha I est égal à 0 pour I différent de J. Et la quatrième équation, c'est alpha I bêta plus bêta alpha I est égal à 0. J'ai réécrit ces 4 équations ici et je les ai rassemblées pour déduire. Bon, que doit être les alpha I? Voyons. Alpha I au carré est égal à 1, c'est-à-dire que si alpha I est un nombre, donc alpha I doit être égal à 1. Si on combine la première équation avec la deuxième équation, donc alpha I alpha J plus alpha J alpha I est égal à 0, c'est-à-dire que ce terme-là doit être l'opposé de ce terme-là, et les alpha 1 et les alpha I est égal à 1, donc ça ne marche pas en fait, ça ne marche pas. Le seul cas où ça va marcher, c'est que les alpha I ne sont pas des nombres. Donc les alpha I, en fait, ne peuvent pas être des nombres. Les alpha I doivent être forcément des matrices. On peut les noter comme des opérateurs alpha I. Donc Dirac a conclu que les alpha I sont des matrices et ne sont pas des nombres. On va noter les alpha I comme des matrices, des opérateurs matrices. Maintenant, bêta carré est égal à 1. Oui, avec alpha I bêta plus bêta alpha I est égal à 0. Maintenant, je vais réécrire ces 4 équations de façon différente. Donc, on est d'accord que alpha I carré est égal à 1 est égal à bêta au carré. Donc, on peut écrire l'équation 1 et l'équation 3 comme suivant. On peut aussi écrire que alpha I bêta est égal à moins bêta alpha I. Donc ça, ce n'est autre que ça.
Maintenant, cette équation alpha i alpha j plus alpha j alpha i est égal à 0, avec i différent de j, je peux l'écrire comme suivant. Donc, alpha i alpha j plus alpha j alpha i est égal à 2 delta ij. Pourquoi? Parce que si i est différent de j, donc delta doit être égal à 0. Maintenant, si i est égal à j, si i est égal à j, c'est-à-dire que alpha i alpha j, donc alpha i au carré plus alpha i au carré est égal à 1 plus 1 est égal à 2. Bon, c'est bien vérifié par cette écriture-là. Donc, on peut écrire alpha i alpha j plus alpha j alpha i est égal à 2 delta ij et je vais l'écrire comme étant l'anticommutateur à alpha i alpha j. Pourquoi c'est l'anticommutateur? Parce que alpha i alpha j est égal à moins alpha j alpha i. Donc, on dit que alpha i et alpha j anticommutent et aussi alpha i et bêta anticommutent aussi. Maintenant, donnons quelques remarques. Les paramètres alpha et bêta sont des opérateurs linéaires qui agissent sur une fonction d'onde à plusieurs composantes. Ce sont des opérateurs hermitiques. C'est quoi un opérateur hermitique? C'est-à-dire que alpha i plus est égal à alpha i et bêta plus est égal à bêta. Alpha i plus est égal à alpha i. Bon, ici, le plus, on peut l'écrire sous cette façon-là, ou bien comme la croix, un plus un peu étendu. C'est quoi le plus? Plus ou bien ce plus-là, c'est en fait, c'est l'adjoint hermitien. Donc, alpha i est égal à l'adjoint hermitien de alpha i, c'est-à-dire que c'est le conjugué hermitien, c'est-à-dire c'est la transposé et conjugué. Ok. Donc, les éléments de la diagonale sont réels. Pour les alpha, i et le bêta, les éléments de la diagonale sont réels et les éléments de part et d'autre sont symétriquement conjugués les uns par rapport aux autres. On peut facilement trouver une solution de dimension 4 en utilisant le fait que les matrices de Pauli ont des propriétés analogues. Alors Dirac a retrouvé ces propriétés à partir de l'équation qu'il a trouvée. Donc, il a essayé de chercher c'est quoi les alpha i et le bêta. Il sait que ce sont des matrices. Dans la résolution de son problème, donc il a dit que voilà, je suis tombée sur les mêmes propriétés déjà retrouvées par Pauli. Donc, il a dit que je vais prendre comme solution, c'est la solution de Pauli, donc ce sont les matrices de Pauli. Donc, il a facilement trouvé une solution de dimension 4 en utilisant le fait que les matrices de Pauli ont des propriétés analogues. Donc, les alpha i sont égales à 0, 0 en diagonale, sigma i, de part et d'autre. Et bêta est égal à 1 ici, moins 1, 0, 0. Avec les sigma i ici et les 1 ne sont pas en fait des nombres, ce sont aussi des matrices. Voilà les matrices de Pauli. Les sigma i sont les matrices de Pauli. Donc sigma 1 c'est 0, 1, 1, 0. Sigma 2 est égal à 0 moins i, 0. Sigma 3 est égal à 1, 0, 0, moins 1. Donc on peut écrire, on peut développer. Bon, ici, j'ai réécrit ces matrices-là, ici. Donc, voilà, ce sont les mêmes matrices écrites sur la page suivante. Donc, si je vais écrire, si je vais développer alpha 1, c'est égal à, donc, 0, 0. Là, le sigma 1, c'est une matrice 2 fois 2, là, 2 fois 2. Donc, le 0 est aussi un 2 fois 2. Donc, c'est ça le premier 0. Le deuxième 0, c'est un bloc, matrice 2 fois 2. Voilà, donc le sigma 1, donc c'est 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1.
je peux écrire de la même façon alpha 2. Donc alpha 2 est égal à 0, le bloc du 0 ici et le bloc du 0 là, avec sigma 2 ici. Donc c'est quoi le sigma 2? C'est 0 moins i 0. Donc 0 moins i 0, 0 moins i 0. Alpha 3, donc on va utiliser le sigma 3 qui n'est autre que 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, moins 1. Et le bêta, finalement, c'est quoi le bêta? C'est le 1, ici, matrice identité, dimension 2. Donc 1, 1, 0, 0, et avec moins l'identité là, donc moins 1 avec des zéros partout. Ce qui reste, c'est des zéros. Donc voilà, Dirac a retrouvé, il a trouvé les solutions des alpha i et de bêta. Maintenant, on va voir quelques propriétés des matrices alpha i et bêta. Donc on peut montrer que la matrice des traces alpha i est nulle. La trace des matrices, c'est-à-dire c'est la somme des éléments diagonaux. Bon, je vais écrire l'équation alpha i bêta plus bêta alpha i est égal à 0. Donc alpha i bêta est égal à moins bêta alpha i. Si je multiplie à gauche par bêta moins 1, je vais tomber sur bêta moins 1 alpha i bêta est égal à moins bêta moins 1 bêta alpha i. Bon, c'est quoi bêta moins 1 bêta? C'est égal à 1, donc ça va être égal à moins alpha i. Donc bêta moins 1 alpha i bêta est égal à moins alpha i. Maintenant, je vais prendre la trace. Il y a une règle qui dit que trace de a fois b est égale à trace de b fois a. Maintenant, si je prends le bêta moins 1, c'est le a, et alpha i, c'est le b, je vais utiliser cette règle. Donc, trace de a fois b est égale à trace de b fois a. Donc, trace de bêta moins 1, alpha i fois bêta est égale à trace de ba. B, alpha i fois bêta moins 1, et je laisse le bêta tel quel. Je n'ai pas touché à ce bêta-là, à la fin. Maintenant, bêta moins 1 fois bêta, c'est égal à 1. Donc, cette trace est égale à la trace de alpha i. Maintenant, donc j'ai fait la trace, je suis passée de la deuxième ligne à la troisième ligne en faisant la trace. Donc la trace de bêta moins 1 alpha i bêta, c'est ça. Donc c'est égal à moins trace de alpha i. C'est égal à moins trace de alpha i. Donc maintenant on est tombé sur trace de alpha i est égal à moins trace de alpha i. Que doit être la trace de alpha i? Elle doit être égale à 0. Donc un nombre est égal à son opposé, ce nombre est 0. Donc trace de alpha i est égale à 0. Et de la même façon, on peut trouver que trace de bêta est égale à 0. Donc trace de alpha i est égale à trace de bêta est égale à 0. C'est une propriété en fait. Notons que l'équation de Dirac n'a pas la seule possibilité d'être vérifiée par les matrices de Dirac. Donc l'équation que Dirac a écrite et qu'il a trouvé des solutions, donc c'est alpha, les matrices alpha et bêta. On a trouvé les solutions de alpha et bêta. Mais les alpha et les bêta ne sont pas uniques. En fait, tout ensemble de 4 matrices construites à partir des matrices précédentes par une transformation de M à M' telle que M' est égal à UM, U plus, et aussi une solution. Vérifie le système de contraintes. Et la U est une matrice unitaire de sorte que, c'est-à-dire que U plus fois U est égal à U fois U plus est égal à 1. Donc, c'est quoi U+, je répète, c'est conjugué et transposé et conjugué, ou bien conjugué puis transposé. Alors, je veux dire que les matrices alpha 1, alpha 2, alpha 3 et bêta sont des solutions de l'équation de Dirac, mais aussi
Tout ensemble de 4 matrices construit à partir des matrices précédentes par une transformation de M à M' telle que M' est égal à U, M, U+, est aussi une solution. En fait, les alpha i et bêta ne sont pas des solutions uniques. Toutes ces solutions conduisent à des représentations équivalentes de la physique. Le système physique initialement décrit par psi peut être représenté par la fonction psi' est égale à u fois psi, c'est-à-dire que psi est une solution, mais u fois psi est aussi une solution. Mais ici, Dirac a choisi de prendre les matrices de Dirac, en fait. C'était ça son choix. Donc, toute représentation de la forme alpha i' est égale à u moins 1 alpha i u et bêta' est égal à u moins 1 bêta u vérifie aussi l'équation de Dirac. Là, U est un opérateur qui s'applique à alpha i pour la diagonaliser. C'est un opérateur de translation dans l'espace qui nous permet de faire la transformation de alpha i à alpha i'. On peut ici aussi montrer que la trace de alpha i est égale à la trace de alpha i'.